Madame Lesage. Bonjour messieurs. Vous êtes avocat honoraire spécialisé en droit de l'immobilier, droit des affaires, droit de la concurrence. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours de l'université à votre profession? Tout à fait, et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à participer à ce que j'espère être la promotion notamment du métier d'avocat. Alors moi je suis un pur produit de la faculté de droit, j'ai fait toutes mes études à la faculté de droit de Nantes. 1972, il faut toujours regarder derrière soi pour savoir ce qu'on est devenu. Et j'ai à l'époque ce qu'on appelait un DEA, j'ai préparé un DEA de droit des contrats, et il n'y avait pas tellement de choix de toute façon à l'époque, mais le droit privé et le droit des contrats me passionnaient, et en même temps l'examen d'entrée pour passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. À cette époque-là, on passait l'examen, c'était un examen comme désormais d'ailleurs, par un concours. On était 10, 12 à le passer, et aussitôt après, il n'y avait pas d'école comme désormais. On trouvait un stage, c'est-à-dire qu'on avait un maître de stage, ça s'appelait comme ça à l'époque, et on était collaborateur de ce maître de stage, et on apprenait son métier sur le tas. Et une fois qu'on avait prêté serment, dès le lendemain ou sur le lendemain, on se retrouvait en correctionnel. Pour ma part, ça a été le cas. J'étais dans un cabinet qui n'avait rien à voir avec ma passion, qui était la propriété littéraire artistique, et j'ai trouvé un stage à Nantes, au cabinet de maître Yves Rioufol, qui avait deux clients essentiels, la soif sur des stations d'épuration, pas très glamour, et Weber et Brutin, c'était les alphas des routes. Mais ça m'a donné l'occasion de traverser la France et d'aller dans beaucoup de régions que je n'aurais peut-être pas côtoyées de la même façon. Parallèlement à cela, le collaborateur, comme tout avocat qui a ce statut de collaborateur, avait la possibilité de développer une clientèle personnelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant que de se dire qu'un jour, on aura quelqu'un qui viendra vous voir, vous. Même si à l'époque, je partageais mon bureau avec une personne mature, qui devait l'être à peu près autant que moi actuellement, et qui m'avait dit sur un ton d'oc, mais vous savez mon petit, le principal adversaire, c'est le client. Avec le respect que je lui devais, je me disais qu'il était peut-être un peu gâteux, et que si un jour quelqu'un sonnait au cabinet pour me confier à moi, du haut de mon 1,53 m, un dossier, ce serait miraculeux, et que je n'aurais pas à me méfier de cette personne. Je dis cela parce que ma vie durant, je me suis souvenu de cette anecdote, et je me suis souvenu que j'étais vraiment une imbécile, parce qu'il avait totalement raison. Et donc en parallèle de ce que je faisais pour mon patron de stage, j'ai fait beaucoup de dossiers de pénal, qui était à l'époque, on était commis d'office à l'époque, hein, donc on n'avait pas le choix, on devait y aller. Je me souviens qu'une fois, j'ai voulu me faire dispenser, comme on se ferait dispenser d'un cours de gym qu'on n'a pas trop envie de faire, et j'avais été voir le bâtonnier de l'époque, parce qu'il s'agissait de quelqu'un qui faisait du marque-piqueur toute la journée, et qui, lorsqu'il rentrait le soir, ne supportait pas les cris de son enfant. Bien évidemment, il y avait deux façons de traiter la chose. Lui, il avait trouvé l'idée d'attacher son enfant sur la cuvette des toilettes, de faire chauffer des fourchettes et d'enfoncer les fourchettes dans les cuisses de cet enfant en lui disant « Maintenant, tu vas savoir pourquoi tu pleures ». Du haut de mes 23 ans, je n'étais pas capable de défendre quelqu'un comme ça après avoir vu les photos dans le dossier. Je suis allée voir le bâtonnier qui m'a dit « Vous êtes marié ?» « Oui. » « Vous avez des enfants ? » « Non. » « Eh bien, je ne vous relève pas de votre commission d'office et vous irez. » Je prends cet exemple à Essian parce que lorsqu'on veut devenir avocat, on ne prend pas toujours la mesure de ce courage inouï qu'il faut avoir, courage physique d'abord, parce que c'est un métier où on ne peut pas compter ses heures, on ne doit pas compter ses heures. Courage moral d'affronter un petit peu ce qui vous répugne lorsqu'on est dans un contexte différent de celui qu'on vous impose de voir. Hein. Il y a ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit dans les livres, et puis la vérité vraie quand vous êtes à la maison d'arrêt. Et donc j'ai défendu ce monsieur. Et autre anecdote également, ce jour-là, je tremblais comme une feuille évidemment, et lorsque l'affaire est venue à l'audience, même si j'avais pu développer avec cette personne, je ne défendais pas des faits, je défendais une personne. J'avais pu développer avec cette personne un lien.
Et il y avait une consoeur un peu mature qui était venue, qui me dit mais qu'est-ce que c'est que toutes ces notes? Alors, très fière, je lui ai dit mais c'est ma plaidoirie que j'ai écrite. Et elle m'a dit très très bien, je peux regarder. Et donc elle les prend, elle les plie, elle les met dans sa poche. Et elle dit maintenant vous allez y aller. Sans filet. Et c'était aussi une magnifique école de vie. Je vous dis ça pas tant pour l'intérêt de l'anecdote que pour la valeur de l'anecdote. C'est-à-dire que dans ce métier, dans plein de circonstances, même si vous êtes spécialisé dans votre domaine, vous allez avoir, et il faut l'être, j'y reviendrai tout à l'heure, vous allez avoir tout un tas d'imprévus, parce qu'on travaille malgré tout sur une matière humaine, et que là où vous pensez avoir tout validé, avoir tout bien pensé votre défense, vous allez avoir un élément humain qui va faire exploser tout ça et qui va falloir tenir, qui va falloir être à la hauteur de la situation que vous avez à aborder. Donc, pur produit d'université, avec une passion pour la propriété littéraire artistique qui m'a amené à ne pas en faire. Jamais. À faire du droit maritime, là aussi ce qui n'était pas prévu, puisque après avoir fait 6 mois dans ce premier cabinet, je suis allée dans un cabinet à Nantes spécialisé en droit maritime et je me suis retrouvée sur des navires câbliers de France Télécom, sur des chalutiers avec des lèvres chaluts qui ne se levaient pas, à pas avoir bricolé mon Solex à l'époque, pardon de cette référence qui ne vous parle pas, je n'avais jamais mis les mains dans quoi que ce soit, et j'ai appris avec mes clients qui m'ont expliqué beaucoup de choses et qui m'ont amené à me rendre compte que par-delà les intérêts financiers qui pouvaient être en présence, il y avait des intérêts humains, et à ouvrir le champ surtout de la vie. C'est-à-dire que moi, j'étais une petite jeune fille classique, nantaise, famille nantaise, à part quelques voyages à l'étranger, j'avais toujours eu un cursus assez classique. J'aurais voulu être journaliste, mais mon père considérait qu'on ne pouvait pas être journaliste sans avoir fait du droit. Surtout, il n'avait pas envie de m'envoyer à Paris étant jeune. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce contexte-là, avec un prisme professionnel extrêmement large. Après, j'ai eu la chance de m'impliquer très vite et d'avoir la possibilité de le faire très vite dans l'intérêt général de la profession. À une époque, quand je suis arrivée à Nantes, moi j'ai prêté serment le 19 décembre 1977, nous étions 12, dont 3 femmes, et autant vous dire que les mandats professionnels n'étaient pas exercés par des femmes. Je me suis impliquée très vite dans l'intérêt général de la profession parce que j'y ai aimé les valeurs qu'elle portait, la déontologie. Je rappelle le serment, je jure comme avocat d'exercer mon métier avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité. Tout est dit quand on parle de ce serment. Après, on décline avec tout un tas de valeurs. Il y a une déontologie très forte, mais il y a surtout au sein de cette déontologie le secret professionnel, qui n'est pas pour nous, qui est pour nos clients. Et où que vous alliez, dans un pays normalement constitué, et surtout dans les pays non normalement constitués, vous avez tous entendu parler de défense de la CPI et autres, eh bien, grâce à ce secret professionnel, on peut survoler des montagnes, on peut faire des choses à des personnes qui n'envisageaient pas une défense comme celle-là, parce qu'elles vont tout vous dire. Et lorsque je reviens sur le début de mon propos, principal adversaire, c'est le client, il faut créer une relation de confiance avec le client. Il faut lui faire dire autre chose. On a tous dans nos vies la volonté de raconter une histoire qu'on s'est appropriée. Mais la véritable histoire, il faut créer le lien de confiance pour que le client, et dans tous les domaines, soit capable de dépasser l'apparence pour rentrer dans le vrai et dans le concret. Et ça ne se peut que grâce au secret professionnel, qui est vraiment la chose déterminante. Si on ne croit pas au secret professionnel, il ne faut pas faire ce métier. C'est un élément déterminant et essentiel d'une démocratie. D'accord. Et très concrètement, en quoi consiste votre métier ? Alors, le métier d'avocat, il est multiple. L'intérêt de ce métier, et c'est pour ça qu'on est aussi effronté et aussi difficile à gérer, nous, la profession d'avocat, je ne vais pas critiquer nos amis notaires, nos amis magistrats ou d'autres métiers qui ont aussi une déontologie, qui ont aussi un serment, ils font tous un peu le même chemin quand même, après l'avoir choisi.
Chez nous, 28 spécialisations. Hein. Donc, il est bien évident que vous n'allez pas comparer un avocat qui fait du pénal d'urgence, un avocat spécialisé en droit du travail, en droit de la famille ou en droit des nouvelles technologies, avec un avocat qui fait des fusions-absorptions à l'international et qui ne porte quasiment jamais la robe parce qu'il ne va jamais plaider. Vous savez comme moi qu'il y a eu la fusion des professions d'avocats et de conseil juridique en 1991 et que cela a entraîné une multitude de métiers au sein même de cette profession, qui est unie dans son vocable, qui est unie dans sa déontologie, qui est unie dans sa discipline. On en parlera si vous voulez, on a une discipline très stricte, au contraire de bien d'autres métiers. Notre discipline s'applique dans notre vie professionnelle, mais également dans notre vie personnelle. Le bâtonnier que j'ai été, deuxième femme bâtonnier au sein d'un barreau qui a été restructuré en 1810, convoquait parfois des confrères dans le secret le plus absolu pour leur rappeler que faire telle chose ou telle chose dans sa vie personnelle, adopter quelques comportements violents ou quelques comportements dispendieux, même si on n'était nickel chrome dans sa vie professionnelle, avec une compétence avérée et un respect de toutes les obligations, il pouvait passer devant le conseil de discipline à raison de ces manquements. Donc, encore une fois, un métier très exigeant, mais encore une fois, c'est bien normal, puisque je reviens toujours sur le fait qu'on est détenteur de secrets professionnels. Donc, soi-même, il faut quand même donner un peu l'exemple si on veut pouvoir être crédible dans sa vie. Alors, une journée type, un métier type, il faudrait, on ne va pas évoquer les 28 spécialisations, puisque c'est encore une fois très différent. Un avocat, c'est d'abord une structure professionnelle. Soit on est intégré dans une structure, soit on y est collaborateur, soit on y est salarié. Les cabinets d'avocats, ils peuvent varier de 1 à 998. Hein. Donc vous savez, sans donner dans l'avocat à l'américaine, il y a des avocats qui ne portent jamais de robe, des avocats qui sont enfermés dans une spécialisation et très très structurés. Un avocat, je dirais, basique, normal, il arrive à son cabinet tôt, parce que c'est le seul moment où il va avoir un espace de paix. Après, bon, il va gérer, je dirais, les urgences avec sa secrétaire et ses collaborateurs s'il en a. Et puis, ce qu'il va avoir décidé ne va peut-être pas du tout se passer comme il l'escomptait, puisqu'encore une fois, il va aller à une audience. Vous savez que les audiences, en tout cas en l'état actuel des choses, ne sont pas minutées. Donc vous êtes convoqué à 14h, vous pouvez passer à 18h30, que ce soit au pénal, au civil ou dans toutes les instances, que fort heureusement, en l'état, pour ceux qui plaident, le temps n'est pas limité, même si on a de plus en plus de mines renfrognées de la part des magistrats quand ils nous voient arriver avec des dossiers et qu'on envisage de plaider. On nous rappelle assez régulièrement que la procédure est écrite et que assez régulièrement, enfin moi je suis partie de cette génération où si j'ai des choses à dire, je les dis. Je les dis en 5 minutes ou en 10 minutes ou même en 3 minutes, mais je les dis. Autrement, c'est pas la peine et à force de ne pas d'accepter de moins plaider pour toutes les raisons liées au fait que les magistrats, les 3/4 du temps, sont débordés, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne sont pas assez nombreux. Tout ça, c'est des choses effectives. Mais quand vous avez quelque chose à défendre, vous devez le faire avec les mots qui sont les vôtres. Et encore une fois, au pénal, au civil, en commercial, en droit administratif, dans toutes les juridictions, vous devez vous exprimer avec courtoisie et synthèse, mais vous devez vous exprimer. Donc, un agenda compliqué. Vous allez à une expertise. D'abord, vous levez parfois à 4h du matin parce que vous n'avez pas toujours la connexion ni d'avion ni de train et que l'automobile est un bel espace de vie parce que vous y avez, c'est pas bien, le téléphone que vous pouvez coincer de temps en temps un bout de votre dossier dans votre volant, c'est pas bien pour réviser un peu, que vous pouvez chanter à tue-tête pour vous déstresser parce qu'il y a certains dossiers qui ne sont pas tout à fait aisé et facile, quelle que soit la maturité. Personnellement, j'ai été angoissée jusqu'au dernier jour de ma dernière plaidoirie. Je n'y suis jamais allée en souriant, en me disant tout va bien se passer. Donc, et puis il faut ça, il faut cette inquiétude, quel que soit le domaine. Autrement, on perd beaucoup
de l'efficacité de ce que l'on doit faire. Si on perd la pêche, on perd beaucoup de choses. Donc, si vous avez une expertise, que ce soit, moi personnellement, j'ai fait beaucoup de maritime et de droit immobilier, vous pouvez vous retrouver sur un toit parce que l'asphalte n'a pas été bon, vous pouvez vous retrouver, comme je disais tout à l'heure, sur un navire câblier de France Télécom, vous pouvez vous retrouver au fond d'une des tours à grains quand il y a des problèmes de... Bon, c'est très varié. Et l'intérêt, c'est que vous êtes toujours avec des personnes qui vous expliquent leur cœur de métier. Parce que vous arrivez avec votre outil technique, juridique, et puis notamment en droit de la construction. On a créé au sein du barreau de Nantes une commission ordre des avocats, ordre des architectes. Bon, comme il y a une commission ordre des avocats, ordre des médecins. Il est bien évident que chacun a sa technique. Mais si on ne s'explique pas les uns les autres les essentiels de nos métiers, pourquoi là on est à la bourre, pourquoi là on a sur le papier c'est marqué comme ça mais qu'on a dû faire autrement, et on est des passeurs nous les avocats, parce que si on ne comprend pas ce qui se passe sur le terrain, si on ne comprend pas que ce soit au niveau pénal mais aussi au niveau civil, si on ne comprend pas pourquoi des voisins s'engueulent et qu'il y a des problèmes de servitude, si on ne comprend pas pourquoi un balcon s'est effondré avec des jeunes dessus, vous avez tous entendu parler de certains dossiers un peu terribles et totalement à dimension très très variable, eh bien on ne peut pas après l'expliquer au juge. Et donc c'est très important d'être en lien de confiance avec son client pour que lui soit un passeur de son savoir et que vous, par-delà votre technique, un avocat c'est pas fait pour appliquer le droit, hein, c'est fait pour analyser la règle et voir comment elle peut... Autrement, il n'y aurait pas de jurisprudence. Hein. Bon, l'intérêt de la jurisprudence, c'est quand même de faire avancer. Et bien souvent, quand vous avez une jurisprudence un peu avérée, vous avez un projet de loi qui arrive sur ces questions. Si je peux me permettre une petite incidence, donc j'ai été bâtonnier, j'étais membre du Conseil national des barreaux, qui est le parlement de notre profession. J'étais président du conseil de discipline au niveau régional. J'ai été membre de la commission de contrôle des CARPA au niveau national, qui est une commission qui gère toutes les questions liées, vous savez ce que c'est que la CARPA, c'est par là où transitent tous les fonds de nos clients. Et c'est un paiement très sécurisé. Et bon, il y a tous les problèmes de blanchiment d'argent, donc il y a une grande rigueur par rapport à ça. Et ceci explique peut-être tout ce parcours que j'ai été conviée pour participer à une commission à la Cour de cassation. Madame Arins, qui est présidente de la Cour de cassation, a créé une commission, Cour de cassation 2030, pour être dans la prospective de l'avenir des juridictions, du droit, et ça sert d'ailleurs, c'est un des éléments dans le cadre des états généraux de la justice dont vous avez entendu parler. Et j'ai pu comprendre, j'étais qu'avec des chefs de juridiction, et à part le président des avocats à la Cour de cassation, j'étais le seul avocat, je dirais, de base, la bécassine un peu de service dans un univers de gens très... Le président, c'était M. Potocki, qui a été vice-président de la Cour de justice internationale, enfin des gens de très grande qualité. Et j'ai pu comprendre comment, à la Cour de cassation, c'était aussi une fabrique de droit. Parce que, de la même façon, devant les juges de premier degré, on a ce qu'on appelle l'appréciation souveraine des juges du fond, à la Cour de cassation, sur tous les sujets de société. Vous en avez entendu parler. Je dirais, celui qui a eu plus suscité des commentaires, la question du voile, par exemple. Hein. Mais il y a beaucoup de sujets qui peuvent paraître anodins, mais dont on sait maintenant que la Cour de cassation a vraiment travaillé la question et peut influer l'évolution d'une société sur des thèmes extrêmement différents. Récemment, je parlais avec le président de la Chambre sociale, un futur collaborateur de la RATP, quand on est collaborateur à la RATP, on prête un serment. A refusé, pour des raisons de religion, de prêter serment. Ça peut paraître relativement anodin comme dossier, sauf qu'en fonction de la décision prise, on voit bien que ça ouvre des prismes très très différents. Et donc, le droit se fabrique en permanence. C'est pour ça que je voulais dire que
Il y a la règle de droit qu'on doit appliquer, les juges sont là pour être vigilants à l'appliquer, mais l'avocat, il doit être un peu plus audacieux. Oui. Hein, il doit aller là où on n'a pas été encore pour évoluer la jurisprudence. Autrement, voilà, alors dans l'intérêt de son client, mais aussi dans l'intérêt général. Vous avez parlé un peu au début de votre parcours. Pourquoi vous êtes tourné vers la profession d'avocat et pas celle de magistrat ou de procureur, donc le magistrat du siège, le procureur ou du CO notaire? J'ai tout de suite, enfin je voulais au départ, je voulais faire du journalisme, mais j'ai tout de suite été attirée, non pas par la robe, mais par cette situation d'interface entre des gens qui sont dans des soucis majeurs, dont ils n'arrivent pas à voir le chemin qu'ils vont prendre, et puis c'est un peu comme un rempart, comme un bouclier par rapport à parfois la monstruosité de l'administration dans tout ce qu'elle peut avoir, sur tous les plans. Hein. Et je peux vous dire que j'ai eu des clients de grande qualité économique dans l'immobilier un jour, et des gens même qui m'ont construit. Hein, quand je perdais un dossier ou que j'avais le sentiment de ne pas l'avoir finalement gagné, des gens qui avaient fait des études de haute qualité et qui me disaient mais c'est pas grave, la prochaine fois on gagnera, vous allez voir ces fondateurs, enfin bon, et qui m'ont inspiré des stratégies. En même temps, deux de ceux-là, un jour, ont été mis en garde à vue et quand ils ont demandé à ce que je vienne les voir, qu'ils étaient sans leur lacet aux pieds, sans leur ceinture et qu'ils avaient passé quelques heures en garde à vue, c'était plus les mêmes. Et que lorsqu'ils me voyaient arriver, le sourire était différent et que, bon, cette notion-là, il faut la vivre pour la comprendre, mais il faut aussi l'avoir dans les gènes. C'est-à-dire que si on n'a pas la valeur essentielle que j'évoquais tout à l'heure, le courage, l'endurance et la capacité à dépasser les faits pour se rendre compte que derrière les faits, il y a toujours une personne, et essayer de non pas excuser ce qu'elle a pu faire, mais de comprendre pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi parfois elle s'est enfermée dans le mensonge, pourquoi parfois ce coup qui n'aurait pas dû être donné l'a été. Eh bien, pour ça, il faut du courage, et si vous n'avez pas ça, ben, il vaut mieux pas faire ce métier. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à un étudiant qui souhaite exercer ce métier? Alors, ne pas multiplier les diplômes. Multiplier très tôt les stages, ou des expériences de vie. Aller dans les palais de justice, assister à des procédures aussi bien civiles que pénales, on met toujours le pénal en avant, examiner ce qu'est le droit et sa multitude de possibilités. Je vous disais tout à l'heure, au sein de notre profession, 28 spécialisations. Et ce n'est pas des spécialisations de comédie. À chaque fois, ça correspond à un savoir, à une compétence. Regardez l'épaisseur de tous les codes. Un domaine, l'environnement. Moi, si j'étais bébé avocat, je me lancerais dans l'environnement. À Nantes, quand je suis... nous sommes 1200. Hein, quand je suis arrivée en 77, il devait y avoir 60 avocats. Non. Eh bien, il doit y avoir 3-4 spécialistes dignes de ce nom. Alors que c'est une manne. Il y a des données inouïes de compétences à faire. Donc il faut essayer de se renseigner sur ce qui correspond un peu à ce que l'on aime. Étant précisé que moi je suis contre-exemple parce que j'ai fait toute autre chose, mais ce métier m'a, je vous l'assure, perpétuellement nourri d'expérience, et bien souvent j'ai dû changer de trajectoire, parce que parfois c'est un métier où l'aléa est permanent. Vous pouvez très bien, la concurrence elle est certaine, donc la première réponse à la concurrence c'est la compétence, et la deuxième réponse c'est la spécialisation. De plus en plus, la clientèle, quelle qu'elle soit, veut aller voir quelqu'un qui a déjà les codes de son domaine. Mais on est parfois obligé de changer de cap, parce que pour des raisons X ou Y, vous n'êtes plus à la mode, ou qu'il y a quelqu'un qui a démontré qu'il pouvait être meilleur que vous, et à ce moment-là, il faut se remettre le pied à l'étrier dans un autre domaine de compétences. Ou qu'un domaine de compétences, je l'évoquais tout à l'heure, ne s'éteint pas.
parce que le litige et le conflit est toujours là, mais que par le biais de la médiation, il faut que les avocats se mettent à la médiation, là aussi. Je suis médiateur, moi, maintenant. À 67 ans, j'ai passé un diplôme d'un DU de médiation, et j'ai donc le statut de médiateur. Parce que la loi va imposer de plus en plus, et dans énormément de domaines, c'est vrai en droit de la famille, c'est vrai en droit du travail, c'est vrai pour tous les conflits du voisinage, c'est énorme, impose une tentative de médiation obligatoire. Ce sera antinomique d'obliger les gens à se mettre d'accord, mais en tout cas, on les oblige à rentrer dans un processus. Donc, le droit est une évolution permanente. La mise en orchestration du droit est en évolution permanente. Donc, ce qu'il faut, c'est rester vivant, curieux. La curiosité est un élément essentiel et déterminant de ce métier. Et la curiosité, elle en passe par la culture générale. Les études de droit ne sont pas faites pour tout connaître par cœur. Moi, à chaque fois que j'ai passé des examens, je ne dirais pas que je me moquais du fait que les étudiants ne connaissaient pas la dernière jurisprudence, mais ce qui m'intéressait, c'était leur capacité intellectuelle de savoir évoluer, et même surtout lorsqu'ils ne savaient pas, de trouver avec réactivité une solution pour convaincre la personne qui était en face de lui. Donc rester vivant, c'est aussi avoir une culture générale toujours en activité. Et lorsque j'étais jeune avocat, un avocat m'avait dit, vous savez, quand votre dossier est mauvais, racontez une autre histoire au juge. Alors ça, c'est plus vrai, parce qu'on a des juges spécialisés. Mais quand même, trouvez l'argument qui va faire douter le juge, surtout quand votre dossier n'est pas bon. Et ça se puise aussi dans la culture générale, comme pour toutes les professions, mais celle-là, plus encore. Vous nous avez raconté des anecdotes ici et là. Est-ce qu'il y a une dernière anecdote qui vous a marqué positivement ou négativement et que vous pouvez nous raconter sur votre profession, sur la manière, sur les personnes qui... C'est tellement complexe. Récemment ou il y a très longtemps. Beaucoup de choses m'ont marqué. Dans mes mandats, vous savez, je ne sais pas si c'est ça dont vous avez besoin, mais notre profession a à sa tête un bâtonnier. C'est rare d'avoir une profession où tout avocat peut aller dans le secret absolu, c'est la confraternité et la confidentialité, aller se confier à son bâtonnier sans que celui-ci n'en tire de quelconque conséquence. Vous savez, c'est aussi ça, ce métier, c'est la confraternité. Mais des anecdotes, mes plus belles anecdotes, c'est celles qui sont liées à l'émotion, au sentiment, à la gratitude des clients. Je vous parlais de ce monsieur tout à l'heure qui avait commis des choses effroyables. Évidemment, il est resté un petit moment en prison. Puis j'étais peut-être pas très brillante, si tant est que je l'ai été un jour. Eh bien, il n'a jamais manqué ni ma date d'anniversaire, ni la Sainte Catherine pendant des années, et même après qu'il soit parti, dans des sphères que je ne connais pas puisque nous n'avons plus de contact. Mais ça a duré beaucoup. Les plus belles émotions restent, c'est vrai, les émotions du pénal, les affaires d'assises. Lorsque vous arrivez à faire comprendre à un jury, à des magistrats, mais aussi à un jury, que finalement, par-delà l'acte, il y a une personne qui a eu des événements de vie multiples et qu'il faut lui donner sa chance. Alors une chance orchestrée, parfois ça en passe par malheureusement la prison, ça en passe par des capacités de se réhabiliter, et là c'est vrai que ça pêche beaucoup dans notre société. Mais oui, je pourrais vous donner de multiples exemples, mais le plus beau c'est quand même celui-là. L'émotion ressentie dans le quotidien de cette profession, et je vous assure que je suis sincère, dans cette forme d'interface entre la personne et ceux qui vont la juger, ou la personne et ceux qui les attaquent. Encore une fois, je ne connais pas beaucoup de professions où on est aussi en direct avec l'humain, par-delà les compétences techniques indispensables qu'on doit avoir selon la matière que l'on a décidé d'exercer ou que la vie vous a donné la possibilité d'exercer. D'accord.
Et petite dernière question, est-ce que vous pourriez nous donner une fourchette du salaire en moyenne que gagne un avocat? Alors, salaire, pas. C'est ce qu'on appelle chez nous sauf si vous êtes avocat salarié, qui est un statut que je déconseille pour ma part. Hein. Ça peut être parce que l'avocat salarié est indépendant, hein, il est soumis à la même déontologie que les avocats collaborateurs. Pour autant, j'ai un peu de mal entre le statut de salarié, hein, qui va dire non à son patron, parce que ça, j'y vais pas, et bon, moi je préfère le statut de collaborateur. Premièrement, parce que le salarié, il n'a pas le droit de développer une clientèle personnelle, alors que le collaborateur, il peut développer une clientèle personnelle, et on n'est jamais aussi avocat que quand on travaille directement pour quelqu'un qui vient vous voir. Donc, un avocat qui démarre, alors ça va dépendre, il y a un minimum qui doit être actuellement à Nantes la première année de 1 700 €, je crois, par mois. J'en suis pas tout à fait sûre, parce que tous les ans, c'est augmenté, donc c'est peut-être 1 750 ou 2 000. On va dire que le revenu médian pour quelqu'un qui a une vie, qui vit correctement dans un cabinet, soit en tant qu'associé, disons, c'est entre 4 et 5 000 € net, à peu près. Ça peut être vraiment beaucoup moins, hein, pour des avocats qui décident que leur métier est d'abord un sacerdoce et vont aller vers des matières qui ne sont pas très rémunératrices, mais qui correspondent aux valeurs qu'ils entendent défendre, jusqu'à des salaires plus forts que des chefs d'entreprise du CAC 40. Hein. Vous savez que dans notre métier, on n'est pas tarifé. Quand je parlais tout à l'heure de dignité, le principe de dignité fait qu'on ne peut pas demander des honoraires trop excessifs. Et d'ailleurs, il y a dans chaque barreau le bâtonnier qui délègue à des avocats taxateurs, et si les clients ne sont pas d'accord avec le montant des honoraires de leurs avocats, quand bien même ils auraient signé une convention d'honoraires qui désormais est obligatoire, ils peuvent le contester. Mais le taux horaire peut aller de 150 € à 800 ou 1000 € chez des avocats de grand renom. Donc, on peut parler de revenus moyens, médians, mais il y a des différences plus larges qu'un arc-en-ciel. Et puis, mais c'est la liberté de l'honoraire, avec, je vous dis, le seul bémol, qui n'est pas rien, c'est le principe de dignité, de ne pas excessivement se valoriser ou tenter. Vous savez, c'est simple quand quelqu'un vient vous voir dans l'angoisse, d'exploiter. Et c'est là que vient la valeur de probité aussi, et d'humanité. Merci beaucoup, Madame Lesage. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Et merci à vous. On pourrait continuer très largement cet entretien. C'est un métier de passion. Il ne faut jamais oublier ça. Et sans passion. Hein. Alors, le présent est plein d'avenir. À la façon de René Char, hein, comment vivre sans inconnu devant soi. Mais il vaut mieux l'inconnu à l'obscurité. Merci beaucoup, Madame Lesage. Merci à vous.